Donc bonjour, je me présente Sylvie Buret, je suis enseignante, au lycée, international de Valbonne et j'ai la chance, de pouvoir enseigner au lycée et au collège. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter, quelques activités autour de la station sismique du CIV. Alors, je voulais aussi, heu, donner en fait la place de la station sismique dans ma progression du cycle 4, donc dans mes activités en classe, mais aussi, tout ce qu'on peut faire pour, faire vivre en fait la station, tout au long de l'année scolaire, que ce soit dans la classe et hors de la classe. Alors, le début de l'année, évidemment, les séismes, je vais regarder le BO. Ce que dit le BO? Alors, le BO nous demande d'expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique global. Donc, en fait, nous demande d'expliquer les séismes à partir du contexte géodynamique global. Et on voit à côté, on nous demande des exemples locaux, une banque de données et de la modélisation. Donc, évidemment, avec la station, on va pouvoir faire tout ça. Alors, avant d'amener les élèves à la station sismique, en fait, je commence par, je leur présente le chapitre, ce qu'on va faire, et on commence à s'informer sur les séismes. Alors, les séismes font souvent la une de l'actualité, donc je leur demande de me donner en fait tout le vocabulaire scientifique qu'ils ont pu entendre dans les médias, les géologues qui peuvent être interrogés au moment des séismes. Donc, en bleu, vous voyez tous les mots: dégâts, secousses, tremblements, épicentre, etc., magnitude. Les élèves parlent de plaques, etc., puisque évidemment, ils ont déjà entendu tous ces mots. Donc, la première activité, c'est, comme vous le voyez, c'est s'informer à partir de textes, de vidéos, d'images, de témoignages, et je leur pose donc la question à partir de vidéos où ils peuvent avoir le temps, hein, de la secousse, du tremblement, de m'indiquer la durée. Donc, ils voient déjà que c'est quelque chose qui est bref, qui est brutal et qui est bref, de décrire les effets d'un séisme. Et ce qui fait qu'on arrive donc à définir ce qu'est un séisme. Voilà, ce sont des secousses, des vibrations brèves, brutales, qui peuvent entraîner des dégâts, des déformations, etc. Alors, et je leur dis que, alors oui, c'est un exemple là. On a eu plusieurs séismes régionaux depuis la rentrée. Voilà, ça par exemple, c'est un extrait de Nice Matin qui va souvent interroger, donc ici à côté, le laboratoire GeoAzur à Sofia, puisque en fait, mon établissement, le Centre international de Valbonne, est sur Sofia Antipolis, et GeoAzur aussi. Voilà, donc va interroger les voisins. Sur la diapositive, je vous présente notre station, et en même temps le laboratoire de SVT. Donc la station, il y a sa place au milieu à côté de la molécule d'ADN, etc. Alors, les élèves, on leur annonce évidemment qu'ils ont une station sismique, hein, dans leur établissement, et donc on va aller, dès la deuxième séance, aller voir notre station. Donc c'est une station vibrato, vous le voyez, elle est fixée sur le mur, et les élèves vont commencer à s'interroger en fait. Après ces observations, alors sur l'écran, il faut leur faire remarquer l'heure qui est affichée, puisque effectivement, ils s'aperçoivent qu'il y a en fait une heure de décalage, parce qu'on est en heure d'hiver actuellement. Donc on leur explique que l'heure est en temps universel. On leur explique aussi qu'on peut enregistrer des séismes qui sont imperceptibles par l'homme, des séismes régionaux et des séismes lointains. On peut enregistrer des séismes venant du Japon et plus loin. Et ça, c'est vrai que les élèves sont quand même étonnés que ce petit boîtier puisse enregistrer des séismes qui viennent de très loin, des téléséismes. Donc, les élèves se posent des questions. En fait, qu'est-ce qu'on enregistre? On explique qu'on enregistre en fait les mouvements rapides du sol, qu'on peut donc les enregistrer. Et évidemment, là, on a à côté sur l'enregistrement le saut. Alors, le saut, c'est parce que effectivement, les élèves posent des questions. On n'enregistre que des séismes. Qu'est-ce qu'on peut enregistrer d'autre? Est-ce qu'on peut enregistrer des pas?
Alors on leur dit: «Ben non, en fait, c'est dans le laboratoire et on passe tous les jours devant et on n'enregistre pas». Par contre, et donc là, je vais partager donc une vidéo avec vous. 3. Donc là, Oh, elle a voilà, la fait vidéo, moi, je 3. l'ai, Oh, elle a fait tes donc en copains. lien. Voilà, 3. ça, c'est les élèves. Oh, elle a fait tes Voilà, copains. voilà. Donc le saut, on s'est tous joints. Il apparaît comme aussi lorsqu'on touche le câble. Donc, il voit qu'effectivement, ça ne ressemble pas aux autres tracés. Hein. C'est ce trait vertical qui prend quasiment tout l'écran. Alors, donc la question qui se pose, c'est voilà, donc ces vibrations, quelle est leur origine? Donc en classe de quatrième, on va partir à la recherche en fait d'indices dans le paysage. Donc on va regarder dans les paysages d'après séisme et donc l'objectif au niveau notionnel, ça va être d'associer faille, séisme et mouvement de blocs rocheux et d'expliquer qu'ils témoignent en fait de l'accumulation de tensions liées au mouvement des plaques. Alors, donc, les élèves vont avoir voilà, différentes diapositives et donc ils vont repérer des fractures à grande échelle. Donc, on va parler de failles. Donc, dans les régions sismiques, dans les paysages d'après-séisme, voilà ce qu'on peut observer. Alors, évidemment, on va passer à des modélisations pour comprendre le lien entre donc, une faille, une cassure, une rupture et euh, les, les enregistrements, les mouvements du sol qu'on a pu enregistrer. Alors, je commence en général par demander une règle à un élève et je lui demandais comment je pourrais faire pour casser sa règle. Et effectivement, on va à ce moment-là commencer à parler de force, de contrainte, de seuil de rupture. Je vais lui expliquer bien sûr que je ne vais pas dépasser le seuil de rupture, que je ne vais pas créer de rupture dans sa règle. Par contre, je prends du polystyrène et là, j'exerce une contrainte et je dépasse le seuil de rupture et tout le monde entend évidemment un bruit, un son. Et donc certains disent, ah, mais on a entendu donc un son, des ondes sonores. L'autre expérience, c'est d'utiliser un cristallisoire qui est rempli d'eau, que je projette sur un rétroprojecteur, parce que là, on va pouvoir voir la propagation des ondes. Alors, donc voilà ici le matériel. En fait, c'est sur un rétroprojecteur. Je ne sais pas si vous en avez encore dans votre établissement, mais nous, il nous en reste un. Donc, un rétroprojecteur, un cristallisoire donc rempli d'eau, dessous une barre de polystyrène. Cette barre de polystyrène, en fait, on va la casser et on va observer donc dans le cristallisoire rempli d'eau des ondes, la même chose que si on jetait un caillou dans l'eau. Et en haut, en fait, toute la classe peut voir les ondes, d'accord, se propager dans le cristallisoire. Si on fait comme sur la photo du milieu, on peut aussi faire un point d'impact, hein, comme si on jetait un caillou hein, dans l'eau, avec une pointe. Et là, on voit les ondes partir, donc à partir du point dans toutes les directions et revenir, repartir et s'atténuer. Voilà. Et donc, on va, voilà une première chose qu'on peut voir. Alors, je vous montre si vous voulez, donc je vais partager une vidéo. Donc, on voit le cristallisoire et les dessous des barres de polystyrène. On va casser et on observe quelques ondes. Alors, on ne voit pas très bien, j'avoue, sur la vidéo. Donc, alors si vous le faites vraiment avec une pointe, vous verrez vraiment très très bien, c'est très très net. Là, on avait des problèmes de reflets, etc. Donc ça, c'était un premier modèle
que les élèves puissent commencer à expliquer l'origine de secousses sismiques. Alors donc ça c'est la fiche élève, vous avez donc devant vous une fiche élève, un exemple. Donc à partir des modélisations proposées, donc casser une règle, voir ce qui se passe donc dans le cristallisoire rempli d'eau, je leur demande de compléter un texte et surtout d'expliquer à l'aide d'un schéma. Donc ils vont devoir découper un bloc, le bloc terrestre, d'accord, selon des pointillés. Ils vont donc avoir deux blocs, ils vont avoir une faille, deux blocs, et le point noir correspond en fait au point de rupture au foyer. Et je leur demande donc de tracer ensuite le trajet suivi par les ondes, comme vu dans le cristallisoire, et puis de placer les légendes. Alors, donc on va regarder le travail d'un élève. Donc voici le travail d'une élève. Ils ont droit évidemment de mettre des bâtiments, hein, de mettre de la vie sur la Terre. Et donc ce premier document, alors les erreurs les plus courantes, c'est que l'élève ne mette pas l'épicentre à la verticale du foyer. En général, ils veulent toujours placer l'épicentre au niveau de la faille, c'est-à-dire qu'ils ont plus envie de le mettre, donc l'épicentre, ils ont bien compris que c'était au niveau de la surface, ça n'était pas en profondeur, mais ils ont plus envie de mettre la faille. Donc c'est là où on va se poser des questions, parce que l'épicentre, c'est aussi l'endroit où les ondes, enfin, ou en tous les cas, l'épicentre, c'est l'endroit où le séisme a été ressenti avec la plus grande intensité. Alors, je leur pose des questions, ils doivent raisonner sur le schéma qu'ils ont construit. Donc, ils doivent m'expliquer pourquoi finalement le sol tremble. Donc, ils disent parce que les ondes arrivent, donc sont parties du foyer et les ondes arrivent en surface. Je leur demande de m'expliquer pourquoi l'intensité du séisme est la plus forte à l'épicentre. Et là, ils comprennent mieux la localisation de l'épicentre puisque, eh bien, ils vont effectivement dire que les ondes partent du foyer et pour aller à l'épicentre, c'est le trajet le plus court. Et ils ont vu dans le cristallisoire que les ondes s'atténuaient au cours de leur parcours. Donc, le trajet le plus court, les ondes y arriveront avec la plus grande amplitude. Et d'expliquer aussi les bruits entendus dans les témoignages, parce qu'en général, c'est vrai que dans les témoignages, et d'ailleurs, on le verra après, on entend on vous parle d'explosions, de tonnerres, de trains, etc. Et là, en fait, ils se disent que peut-être que les ondes qui sont parties du foyer sont arrivées à la surface de la Terre et vont ensuite être dans l'air. Et donc, ondes sonores. On continue. Ils vont modéliser aussi pour montrer effectivement que la rupture de la roche provoque bien la naissance d'ondes, hein, et pas seulement la rupture de polystyrène, et que les ondes sismiques se propagent et s'atténuent au cours de leur parcours. Donc là, je leur demande de proposer un protocole expérimental. Ils ont deux capteurs, deux cellules piezo reliées à un ordinateur avec un logiciel, donc sismométrie, que vous trouvez sur le site de l'Académie de Nice, de Philippe Cosentino. Je leur demande de réaliser la manipulation. Et donc, ils vont donc ils vont casser une lasagne. Donc, ils vont casser, un élève casse la lasagne, l'autre enregistre. Donc, nos cellules piezo, vous les voyez, on les protège en fait dans des boîtes parce que on les utilise beaucoup au collège, au lycée, et en fait la soudure, la petite soudure peut être fragile. Donc, pour vous dire que voilà, on la protège parce que les élèves, voilà, la manipulation peut faire qu'on les abîme. Donc, les élèves réalisent cette manipulation. Les résultats sont les suivants. Donc, ils ont zoomé. Ils ont donc ici pu voir un premier décalage. Donc là, je suis en train de vous montrer le travail d'un élève. Et évidemment, je vais leur demander d'exploiter le résultat. Donc, ils ont à valider des hypothèses. Donc, ils doivent trouver des arguments qui valident la première hypothèse. Donc, ils voient qu'effectivement, suite à la rupture de la lasagne, on a enregistré des ondes. Et pour la deuxième hypothèse, ils voient aussi comme un argument, c'est que effectivement, le capteur qui est plus loin, d'accord, le deuxième capteur qu'ils ont mis à peu près une vingtaine de centimètres, a
une amplitude, d'accord? Les ondes ont une amplitude plus faible. Et les ondes, bien sûr, y arrivent plus tardivement. Ça leur permet de repérer évidemment le capteur 1 du capteur 2 sur leur écran. Alors, revenons sur la station sismique, parce que la station sismique, ça, ce que je vous montre là, le 5 décembre, c'était le premier enregistrement. Voilà, là, on était dans le chapitre et voilà, on enregistre ça. Alors évidemment, de quel séisme s'agit-il? Alors, comme travail préalable, avant d'exploiter des résultats avec les élèves, ben, en fait, j'ai sur mon portable, j'ai un lien direct sur la station. J'ai aussi une application sur mon portable qui fait que je peux aller voir qu'est-ce qui s'est passé, si j'ai quelque chose sur la station, qu'est-ce qui s'est passé, où dans le monde. Je peux aussi, je vous ai mis donc soit application sur le portable, Sismo Azure aussi les autres stations du réseau, si je vais voir si les autres stations l'ont enregistré. Je vais aussi à la presse, hein, je demande une validation à l'équipe scientifique parfois, d'accord, je peux demander donc à, à- à l'équipe de GeoAzure et on peut demander d'ailleurs, lorsqu'on a des enregistrements significatifs, que les enregistrements soient mis en ligne sur Edumed. Donc ce séisme a été mis en ligne sur Edumed. Alors les élèves, d'abord, la première chose que je leur dis, on va essayer de voir déjà si c'est un séisme lointain ou régional. Donc, on va chercher à localiser un épicentre. Donc, une activité, donc c'était le premier séisme en fait depuis la rentrée, c'était celui de 14 septembre de magnitude 4,3. Je leur demandais donc de localiser, de localiser un épicentre. Et alors, au niveau de la localisation des épicentres, voilà, vous avez, si vous avez l'habitude ou pas, je ne sais pas, d'aller sur Edumed, pour ce séisme du 14 septembre, la distance épicentrale est indiquée. Vous voyez, lorsqu'on ouvre Edumed, on a la distance épicentrale qui est indiquée. Donc, les élèves n'ont plus qu'à cliquer, donc choisir des stations, 3 stations. Bien sûr, on a discuté auparavant, c'est-à-dire qu'on a dit, voilà, quand une station enregistre un séisme, elle, elle connaît la distance, d'accord? À quelle distance elle est de l'épicentre. Par contre, là, on va dire, par exemple, on est à 20 km de l'épicentre. Notre distance est de 20 km, mais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, avec les élèves, on se dit, il va falloir voir tout autour. Donc, on envisage des cercles et de prévoir qu'il va falloir combien de stations. On arrive facilement à trouver 3. Donc, ensuite, on va sur Edumed et là, donc, la première option, c'est tout simplement de cliquer. Et donc, ici, vous avez la localisation qui va se faire. Mais là, je vous propose une option 2. L'option 2, c'est sur un autre séisme qui est local aussi, parce qu'on voit la localisation de l'épicentre a été faite. Donc, 3 stations, mais quand vous arrivez sur Edumed, il n'y a pas, comment dire, la distance épicentrale. Par contre, quand vous cliquez sur I métadonnées, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver la distance épicentrale et ensuite la rentrer et construire, vous, les cercles de distance. Alors, je ne sais pas du tout si vous avez déjà pratiqué parce que j'ai un tutoriel. Donc, peut-être je vous montre. Donc ici, dans le petit i, j'ai récupéré les métadonnées et vous avez distance. Donc, vous avez la distance à l'épicentre pour la première station. Il faut que l'élève la note. Ensuite, dans i, il va à la deuxième station, distance, il la note. Troisième station, distance, 95,99 km. Donc, l'élève note. Ensuite, il va dans le menu, il va rechercher le cercle de distance. Et là, il va en fait retourner sur les stations. Donc, la première station, c'est Menton. Il faut donc
plutôt choisir longueur de l'arc. Il va falloir remplir donc menton, quelle était, la distance et donc on va rentrer la valeur qui a été notée. Donc 37. Voilà, donc on valide. Le cercle, c'est construit. On va choisir, donc on avait pris Cuneo en Italie, les voisins. Alors là, il faut changer évidemment aussi. Donc la distance avait été notée par les élèves, ils l'avaient trouvée dans les métadonnées. Ils rentrent un deuxième cercle et ensuite, c'était la station, la nôtre, le CIV. Ils entrent aussi la distance. Et voilà. Et le troisième cercle va se construire. Voilà. Ils vont localiser l'épicentre. Ils vont avoir une possibilité de vérifier. Ils vont pouvoir. Donc ici, ouais, c'est une activité où ils vont pouvoir afficher donc une carte du BRGM où ils vont eh ben, faire le lien entre le modèle et la réalité. C'est-à-dire qu'ils voient ici un réseau de failles. Donc ils ont tous les séismes, tous les épicentres et une carte tectonique avec effectivement les, les, toutes les failles de notre région. On va revenir dessus. Et voilà. Alors, je vais un petit peu accélérer. Donc là, c'est une fiche qui vous montre, donc c'était un séisme du 16 décembre où les élèves ont travaillé avec les stations. Je continue. Il y a une troisième option que je n'ai pas choisie, mais enfin, qu'on peut faire, c'est avec le temps d'arrivée des ondes, on peut aussi trouver. Là, il y a un petit calcul à faire. Donc en quatrième, je privilégie souvent le plus simple. Donc, on revient à notre séisme, en fait, celui du 5 décembre. Eh bien, on a pu, les élèves, donc j'avais essayé de leur cacher jusqu'au dernier moment d'où ils venaient, et ils ont pu donc localiser grâce à cette méthode l'épicentre. Donc voilà, en bas, notre station et l'épicentre. Donc, c'est un séisme qui était aux États-Unis de magnitude 7 et il y a eu une alerte tsunami. Au-dessus, j'ai mis aussi les stations qui avaient enregistré ce séisme, puisqu'on était aussi allé voir ce qu'avaient enregistré les autres. Alors, comme je vous disais, confronter le modèle à la réalité, c'est que le modèle avec les capteurs, les cellules piezo, c'est une rupture engendre des ondes enregistrables. On va voir maintenant la réalité, et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que donc les élèves auparavant avaient localisé l'épicentre en mer. Ils ont donc affiché, comme sur le tutoriel, une carte géologique de la région. Et donc, on leur demande qu'est-ce qu'ils constatent. Et je vous mets la carte voilà, en plus grand. Voilà. Ils ont repéré en fait les failles dans notre région. Donc, ils ont associé effectivement le séisme et faille. Alors, autre travail, c'est séisme lointain ou séisme régional. Donc là, on a deux enregistrements sur la station. Donc celui du 5 décembre était un enregistrement lointain, il est là, et on a eu un séisme régional entre-temps. Alors on va analyser les sismogrammes, et pour les analyser, on va utiliser des ressorts qui vont permettre en fait de présenter les différents types d'ondes en vue justement d'analyser un sismogramme. Alors, je passe pas les vidéos parce que j'ai pas le temps, mais en fait, les élèves donc ici se sont filmés. Ils vont donc pour les ondes P de compression, ils compriment les premiers, les premiers, le début du ressort en fait, et ils le relâchent et ils vont voir donc des ondes de compression, des ondes P. Et puis avec le même ressort, ils vont plutôt pour les ondes S faire du cisaillement. Donc là, ils vont tirer sur le ressort, le début du ressort latéralement, et
les élèves voient tout à fait se propager des ondes avec des comment dire, on le voit très bien, donc des choses très différentes, des ondes qui sont différentes. Alors, donc, en quatrième, on va simplement donc regarder les ondes, les premières ondes qui arrivent. Donc, sur nos enregistrements, vous allez le voir tout à l'heure. Donc ici, on va, donc c'est le séisme de Californie. Les élèves vont voir les sismogrammes. Donc, quelles sont les premières ondes qui arrivent à la station, quelles sont les ondes les plus destructrices. Et donc, ils vont pouvoir afficher le T0 de l'événement et afficher aussi le temps d'arrivée des ondes. Donc, le T0, c'est l'heure à laquelle le séisme s'est produit, et le temps d'arrivée des ondes, ils vont pouvoir donc repérer les différentes ondes et le moment où elles arrivent. Donc voilà, ça, donc en Californie, on a choisi les trois stations, donc le T0 et les ondes P. Donc, alors pourquoi en fait ce travail? C'est parce qu'en fait, pour qu'ils arrivent à reconnaître sur, donc là je reviens sur la station. On a enregistré des ondes. On voit donc, on a discuté de ces ondes, donc les ondes premières qui arrivent en premier, les ondes secondes qui vont à une vitesse, donc les ondes P environ 6 km par seconde, les ondes S environ 3,5, et donc elles partent du même point, hein, mais elles ne vont donc pas arriver en même temps à la station. Et là, donc, on travaille sur l'enregistrement du 5 décembre. Les élèves donc repèrent la première onde P qui arrive ici, à peu près 18h50, 55. Et puis ensuite, ils voient des ondes de forte amplitude ici, autour de 19h30. Donc, les élèves ont repéré sur l'enregistrement de la station en s'aidant évidemment de l'enregistrement sur EduMed. Une animation pour qu'ils comprennent, donc elle va pas fonctionner, mais c'est vrai que les élèves en fait vont comprendre qu'en fait, on va avoir un décalage pour les séismes lointains entre les premières ondes et les suivantes. Donc ils vont être en mesure de reconnaître des ondes, des séismes lointains ou des séismes proches. Alors là, c'est un exercice après que je leur donne, hein, qui peut être noté. On peut aussi leur demander. Donc là, c'est des sismogrammes. Donc, puisqu'on a travaillé sur les sismogrammes, les ondes, leur amplitude, on leur demande un exercice, donc de formuler une hypothèse pour expliquer l'enregistrement, donc à la station MET, et en donnant des arguments. Donc là, c'est les stations du réseau, hein, et je leur demande en fait de me replacer sur un schéma. Donc ils vont refaire le schéma comme un petit peu celui sur l'origine des séismes. Ils vont retrouver la station la plus près de l'épicentre. Ils vont la placer en surface, et dans le bloc diagramme, ils vont mettre le foyer et le trajet des ondes, et ils vont effectivement donc expliquer. Donc le CIV, on était la station la plus lointaine, donc la plus loin. On continue. Alors, donc là, vous venez de ressentir un séisme. Donc dans notre région, nous ressentons souvent des séismes, hein. Donc ici, c'est vraiment c'est très utile. Dès que le bureau central de sismologie français, on va pouvoir avoir les informations, puisqu'il va y avoir une enquête macrosismique. Alors, rapidement, voilà, ça c'est le lien sur donc le France Séisme, le Bureau central sismologique français. Ici, en fait, vous avez, pour que les élèves voient qu'en fait, on leur demande s'ils ont ressenti ou pas le séisme. Et ensuite, il y a un questionnaire sur le ressenti des personnes, les effets sur les objets, etc. Donc, on va pouvoir montrer qu'effectivement, suite à un séisme, il y a une enquête qui va aboutir, en fait, nous, après, à pouvoir localiser l'épicentre. Donc, rapidement, la première étape, on demande aux élèves de consulter les résultats du dépouillement de l'enquête, donc sur
le site du Bureau central sismologique. On va leur demander de réaliser une carte isoséiste où on va mettre sur le nom des communes et puis de localiser l'épicentre à partir de cette carte. Alors, je vous montre rapidement. Voilà. Ça, c'est une activité. Donc, ça, on récupère tout sur donc les intensités sur le Bureau central sismologique français. On leur fournit l'échelle macrosismique. Et voilà le travail qu'on demande aux élèves. On peut, donc effectivement, j'ai préparé une carte et les élèves vont pouvoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc ils vont tracer les courbes isoséistes, donc qui délimitent les zones d'égale intensité. Ils vont retrouver, par exemple, à Antibes, en utilisant l'échelle, comment les gens ont ressenti ce séisme. Ils vont localiser l'épicentre par une croix. Alors, ils vont localiser l'épicentre, eux, là où l'intensité est la plus forte, donc autour de Nice. Mais on va leur dire que, en fait, les géologues ont localisé cet épicentre en mer. Et donc, ça fait un petit exercice parce que ils vont ici, donc eux, ils ont relié tous les ronds rouges, tous les ronds jaunes, tous les ronds verts, et ils voient qu'ils ont des demi-cercles. Et en fait, ils s'aperçoivent, donc c'est toujours tiré de France Séisme, ils s'aperçoivent que l'épicentre était à nouveau en mer. Et on leur demande d'expliquer pourquoi ces courbes forment des auréoles. Et là, on retravaille en fait sur les ondes. Et en particulier, ici, donc je fais vite, voilà, un compas, un transparent. Et donc le pic du compas, c'est donc les ondes ici, l'épicentre, hein, le foyer, et direct les ondes à l'épicentre. Et puis autour, hein, on écarte de plus en plus, on s'éloigne, et donc les ondes vont être de moins en moins fortes. Donc voilà, un moyen pour les élèves de comprendre les, les, les courbes isoséistes. Ici, donc pour aller vite, c'est le travail qui a été mis sur France Séisme suite à ce séisme niçois. On voit qu'il y a ici des effets de site, puisqu'on se retrouve loin de l'épicentre, plus loin, avec des intensités plus fortes. Alors, donc ça, c'était pour vous, je voulais vous montrer aussi l'échelle d'intensité macrosismique. Donc là, l'effet de site, je pourrais le mettre en ligne, c'est un effet qui est, je vous l'ai mis sur les teacher rooms du MED, où vous avez un effet de site sur Nice. Tout à l'heure, quelqu'un posait une question, et là, c'est et le vieux Nice d'un côté, et de l'autre côté, les calcaires, le rocher, à côté de la grotte du Lazaret. Donc là, un bel effet de site avec des enregistrements, donc à trouver. Je leur donne un exercice pour ne pas confondre magnitude et intensité d'un séisme aussi. Voilà, donc ils doivent retrouver sur un séisme niçois qui a été de 4,3. Donc, vous voyez ici au niveau de la longueur, de la faille, du coulissage. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut donner. Pareil, un exercice que vous connaissez tous, deux séismes de même magnitude, mais avec des profondeurs de foyer différentes. On leur demande de formuler des hypothèses. Donc là, ils vont expliquer que c'est effectivement même magnitude, donc la même quantité d'énergie qui a été libérée, mais le foyer plus proche de la surface, dans le cas de l'Arménie, a entraîné plus de dégâts. Les ondes ont été plus destructrices. Alors maintenant, la station, vous avez tous besoin à un moment aussi de définir ce qu'est une plaque pour un géologue et d'utiliser, donc on localise sur une carte les séismes et on demande aux élèves de retrouver les limites de plaque. Alors, on peut le faire avec la station parce qu'en fait, moi, dès le début de l'année, je leur ai donné là, on va suivre l'activité sismique sur toute l'année. C'est-à-dire que vous avez ici les élèves, je vous montre. Donc, on a commencé le 5 décembre avec le séisme californien. Et voyez, on a une carte avec de la pâte à fixe et des petites étiquettes. Et les élèves donc construisent au fur et à mesure. Et ben en fait, on va construire, on va voir les plaques. Alors, dernière chose, pareil, on peut aussi faire un travail avec des blocs rocheux. Et donc, une fois qu'on aura construit et qu'on verra donc les plaques sont mobiles, les vitesses, et on peut essayer de retrouver, parce que ici vous avez les mouvements, les élèves avec ces deux blocs peuvent montrer que oui, ça peut coulisser, on peut avoir ça en comprimant ou en étirant. Et
Donc, l'échographie sismique, alors vous me dites si je dois arrêter. L'échographie sismique, en fait, les élèves, là, ils regardent sur un globe parce qu'on a enregistré un séisme au Vanuatu dans la même semaine qu'on a enregistré un séisme à Nice. Donc, on s'est dit, effectivement, par où sont passées les ondes? Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme information? Et là, donc, j'ai une fiche que je pourrais aussi mettre. Ben, les élèves, en fait, vont faire un calcul de vitesse de propagation des ondes et comparer un séisme proche et un séisme au Vanuatu. Ils vont trouver des vitesses différentes. Nous, à Valbonne, donc, les ondes ont mis à peu près, avec une distance épicentrale assez proche, 5 km par seconde. Vanuatu, on est à environ 10 km par seconde. Donc, les élèves formulent des hypothèses sur ce n'est pas les mêmes matériaux, il y a des différences, la structure du globe n'est pas homogène. Voilà, on est en quatrième. Là, moi, j'explique avec de la pâte à modeler, mais je ne vais pas détailler ici, d'accord, pour qu'ils comprennent. Donc, une plaque, c'est de la lithosphère, et donc quelque chose de très très simple. Alors, je ne vais pas détailler, mais c'est pareil, on peut encore utiliser les cellules piezo. Alors, ce que je voudrais faire, c'est maintenant sur le risque. Le risque, c'est c'est aléa et enjeu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la station? Alors d'abord, on est allé chercher sur GeoRisque. Alors ici, c'est très bien, vous tapez votre adresse, vous avez votre risque. Le risque dans notre région, comme ça a été dit, 4. Pourquoi? Alors on demande aux élèves, puisqu'ils ont maintenant des connaissances, pourquoi les géologues ont déterminé ce niveau de risque dans notre région? Donnez-moi des arguments. Le premier, c'est qu'on enregistre de nombreux séismes. Donc effectivement, ils sont conscients qu'on a enregistré de nombreux séismes sur notre station. Deuxièmement, que la région a connu des séismes destructeurs. Troisièmement, qu'il y a des failles actives dans notre région. Ils ont vu aussi. Et quatrièmement, les limites de plaques, parce que c'est vrai qu'on leur dit on habite dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, donc on est ici à une limite de plaque, les Alpes. Et donc, on leur dit, oui, on est sur la plaque Eurasie et la plaque africaine. Donc, on est à une limite entre deux plaques. Donc ça, c'est la fiche élève, tout simplement de l'activité que je viens. Ils vont rechercher les séismes destructeurs sur Azure Séisme. Ils vont rechercher avec le formulaire sur Edumed tous les séismes, combien y en a-t-il eu dans la région. Donc je passe vite. Là, je m'étais arrêté à une date. On en voit plus de 300, d'accord? Parce que j'ai fait si vous revenez sur la diapo, j'ai fait une localisation. Le CIV est à 43 degrés et 7 de latitude. Donc voilà, je fais la zone régionale. Donc voilà, un nombre de séismes important. Là, on reprend sur la station depuis le 14 septembre, le 9 décembre, le 16 décembre. Voilà. Donc les failles actives, on leur remontre un document. Ce sont les failles qui sont vraiment ce réseau de failles qui est capable d'engendrer un séisme dans la période actuelle. Et on leur dit que c'est ce réseau de failles qui est responsable du séisme destructeur de 1887 qu'ils ont trouvé sur Azure Séisme. Et là, je vais terminer. Donc ça, c'est des documents qui sont édités par GeoAzure. Il y a aussi, on peut les faire réfléchir sur les séismes et la hauteur des bâtiments avec ces tiges. On demande aux élèves, ils disent tous en général c'est le plus haut, et en fait tout dépend du mouvement. Avec des mouvements lents, on va mettre en vibration le plus haut, avec des mouvements beaucoup plus rapides, c'est l'autre. J'ai une vidéo, mais je m'abstiens. Et je vais terminer sur les gestes qui sauvent, puisqu'évidemment c'est très important. Les gestes qui sauvent, ils doivent donc informer, éduquer la population. Donc on leur dit, vous êtes en classe, que devez-vous faire pendant les secousses? Que devez-vous faire après les secousses? Donc ici, je vous laisserai donc les documents. Vous êtes en récréation, parce qu'ils peuvent être aussi hors de classe, donc les consignes importantes. Il y a ici aussi aux États-Unis, d'accord, se baisser, s'abriter, s'agripper. Donc vous pouvez présenter tout ça aux élèves. Et pour finir, j'habite Antibes, donc bord de plage.
Et on a effectivement des panneaux qui nous donnent des informations à suivre en cas de tsunami. Alors, je vais m'arrêter là. Bon, je vais m'arrêter là parce que le temps. Donc, simplement, il y a 20 ans, cette année, il y a eu un hommage et je vous mettrai en ligne. Je vais arrêter. Mais c'était pour vous dire on avait enregistré sur la station, on avait calculé combien de temps avaient mis les ondes et je m'arrête. Je m'arrête. Je peux montrer cette dernière diapo parce qu'après je vous laisse la parole. Donc Bien sûr. effectivement, euh, il y a ici, tout ce qu'on peut faire hors de la classe, donc participer aux fêtes de la science, intervenir dans d'autres classes pour les gestes qui sauvent, faire un club sismo, alimenter le site de l'établissement. Et puis, dernière diapositive, c'est celle-là. J'ai été longue, je sais, mais voilà. Et en fait, j'avais envie de présenter beaucoup de choses parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec la station. Et je pense que ça serait aussi très bien si on pouvait échanger. Je m'arrête. Merci beaucoup. Effectivement, alors bon, merci beaucoup pour tout ça, c'est très intéressant pour tout ce qui a été présenté, donc un grand merci. Moi, il y avait juste quelques éléments de communication que je voulais vous proposer à tous. Dans le cadre de Sismo à l'école, nous, on a vraiment une volonté d'essayer de développer ce réseau et de favoriser les échanges entre enseignants qui sont dans le réseau Sismo à l'école, donc qu'ils aient une station sismique achetée sur fonds propres ou par d'autres fonds ou bien fournie par Sciences à l'école. Et on reviendra vers vous très prochainement avec de nouvelles idées pour euh, faciliter les échanges entre vous tous en termes de ressources, en termes de questions, etc. Donc, je vous communiquerai tout ça dans le mail. Il y a eu donc quelques questions quand même dans le chat pour Sylvie. Il y avait quand même une première question au tout début, comme la présentation était, enfin, ce que vous faites a priori, c'est plutôt du niveau 4e seulement. Oui, Est-ce que vous avez déjà tenté de le répartir sur différents niveaux, de faire un peu de spiralaire avec ces notions, ou alors, et si oui, qu'est-ce que ça donne? oui. Ah oui, au lycée, moi je travaille avec la station sismique en première, en spécialité avec les premières, puisque en géologie, on va aborder la structure du globe. Et donc, oui, ils vont visiter la station et on va travailler aussi toute l'année sur la station. Tout à fait. Et les activités seront complètement différentes. Ce ne seront pas du tout les mêmes. Voilà. Bien sûr. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du fait de répartir ça sur ce qui est fait au cycle 4 sur différents niveaux? Vous pensez que c'est faisable, facile à faire pour faire du Oui, supérieur au sein du cycle 4, ça pourrait se faire? non, moi je pense qu'en fait, chaque enseignant, oui, Vous avez vu, il y a des choses très simples qu'on Hmm. peut aborder très tôt, et puis il y a des choses qui vont être un petit peu plus compliquées. Donc oui, ça peut. On fait du spiralaire, hein, donc avec le spiralaire, on peut très très bien commencer, en parler un peu plus tôt. Mais mes collègues en parlent dès la sixième en fait. Hein. Ils Hmm. commencent déjà la station sismique, ils la présentent en sixième. Mm. D'accord, ok. Il y avait une petite remarque, enfin un conseil, enfin un conseil ou une suggestion ou oui voilà, de Nicolas Decroix qui disait que la même expérience que vous avez présentée sur les rétroprojecteurs, il l'a fait aussi. Alors il dit pas que ça marche mieux ou moins bien, Ouais. mais il l'a fait aussi en plaçant le tout sous le flash du téléphone et en voyant les ondes Ah, projetées sur le plafond. A priori, ça peut marcher de ah faire ça comme ça ouais. aussi. Ah bah. Donc ça Et peut voilà être une pourquoi idée. moi je demande échangeons, partageons, communiquons. Parce que justement, moi je fais ça. Ah, c'est vrai que dans la classe, ça se voit bien, enfin assez bien, ça se voit bien. En tous les cas, quand vraiment. Mais là, c'est vrai que c'est super en fait de voilà d'avoir une solution plus simple, plus efficace. Et c'est pour ça que ça serait très bien, parce que nous sommes un réseau et si on pouvait effectivement échanger. Mm. Il y avait aussi une petite question à propos d'une petite inquiétude sur le fait d'aller dans le niveau de détail jusqu'aux différents types d'ondes en cycle 4. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ça? Comment est-ce que c'est vécu par les élèves? Est-ce que... Oui, bah, en fait, oui, enfin, eux, ça leur pose pas vraiment de problème. Voilà, après on met des noms, mais ils voient très bien qu'il y a dans un train d'ondes, il y a des ondes différentes. Il y a des ondes qui ont une grande amplitude, qu'ils retrouvent à chaque fois, et puis ils distinguent le bruit de l'onde. Et c'est vrai que ben, quand on a une station sismique, oui, il va falloir travailler sur les ondes quand même, sinon.
voilà, si on veut exploiter. Et enfin, moi, les élèves n'ont pas de difficultés avec les ressorts, etc. Voilà, avec toutes les petites modélisations, ils n'ont vraiment pas de difficultés. Mm. Oui, d'accord. Ok, merci. Alors, il y avait une question sur le plus concernant les stations, parce qu'on demande est-ce que c'est facile d'installer une station, c'est quoi le coût, c'est quoi le matériel à commander, etc. Alors peut-être que moi j'ai quelques éléments de réponse aussi, mais je sais pas si. Alors moi, j'en ai pas. Ouais, voilà. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'en fait, moi, la station, elle est au CIV depuis 20 ou 25 ans. Donc, c'est pas moi qui l'ai installée, mais moi, je suis Hmm. aussi depuis très longtemps au CIV. Et du coup, et la maintenance, bah, c'est vrai que c'est GeoAzure lorsqu'on a un problème. Donc, c'est vrai que Hmm. moi, Ouais, ouais. pas de Il y a, réponse. du coup, pour donner juste quelques éléments de réponse, et n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez, à mon adresse qui est facilement trouvable. Bah, on a échangé un petit peu, je vous ai envoyé le lien, mais sinon vous pouvez trouver sur le site de Sciences à l'école. Je pourrais vous donner quelques informations plus précises, mais installer une station, donc le coût en général va être aux alentours de 400-500 euros pour une station Raspberry Shake, qui sont les nouvelles stations qu'on tend à déployer, qui sont des petites stations assez facile à mettre en place. En tout cas, nous, dans notre réseau, c'est ce qu'on utilise comme station, donc des petites Raspberry Shake. Donc, qui sont les stations. Là, la station qui vous a été montrée, c'est une station Vibrato qui était déployée il y a quelques courtes années. Maintenant, on dévoile plutôt des Raspberry Shake. Donc, 400-500 euros à peu près. Je pourrais vous donner plus de détails avec les références si ça vous intéresse. Et nous, dans le cadre de Sciences à l'école, on vous aide à déployer les stations parce qu'en fait, on fait des achats qu'on prête aux établissements scolaires. Donc, il faut répondre à des appels à candidature qui sont proposés chaque année par Sciences à l'école. Et puis sinon, c'est autrement sur d'autres types de financement. Et donc, les données sont enregistrées dans la station directement, donc en local. Elles sont visibles en connectant un écran d'ordinateur à la station. Et puis sinon, quand la station est ouverte vers le réseau, quand les pare-feux de votre établissement permettent de transmettre les données vers le réseau, vous avez accès aux données aussi en ligne sur le site de Raspberry Shake et sur le site d'Edumed quand elle est connectée à Edumed, la station. Alors, il y avait M. Closon qui levait la main, peut-être qu'il y avait un sujet par rapport à ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, j'ai changé de moyen de communication de micro. Moi je voulais juste apporter mon témoignage, hein. On vient d'installer une station Raspberry Shake au mois de décembre dernier. Juste pour dire que il n'y a pas beaucoup de maintenance, hein. On laisse tourner tout seul, hein. Ça marche bien tout seul. Il y a un petit peu de difficulté au niveau de la connexion réseau. Donc, il ne faut pas hésiter à interroger les gens d'Edumed, hein, pour avoir des dépannages. Et puis, eux nous retourneront vers le constructeur qui nous aide bien aussi. Et donc, c'est pas si dur que ça. Après, bon, moi, j'ai des informaticiens autour de moi. Donc, je fais partie d'un BTS informatique, donc c'est peut-être un peu plus facile. Les stations Vibrato étaient aussi assez faciles à installer puisque nous, on en possède une, mais malheureusement en panne. Voilà. Et j'ai une petite question que j'ai posée aussi par écrit. Est-ce qu'il va y avoir à nouveau un site EduSismo ou alors est-ce qu'on reste sur le site EduMed? Non, pour l'instant, on reste sur le site Edumed ouais, pour l'instant, on reste sur le format tel qu'il est actuel. D'accord. Donc, en tout cas, ouais, pour le moment, c'est comme ça que c'est prévu. Merci. Il y avait du coup juste une question par rapport à ça, à ces stations. C'était par rapport au formulaire de candidature. En fait, pour l'instant, on n'a pas d'appel à candidature ouvert pour 6 mois à l'école. Donc, si jamais on en lance un cette année, vous retrouverez l'information soit sur notre site ou alors sur nos réseaux sociaux. Et vous pouvez autrement vous abonner à notre lettre d'information en allant sur notre site internet. Si jamais on ouvre un appel à candidature, vous le recevrez du coup dans le cadre par cette lettre d'information. Donc voilà, différents moyens. Ou alors vous pouvez aller consulter notre site régulièrement pour voir l'appel si jamais il sort. On demandait aussi là à Nicolas Decroix, est-ce qu'il faut un endroit isolé au sein du collège, une pièce dédiée? Donc Sylvie, vous avez, c'est pas une pièce dédiée juste à la station, Non, c'est une non, pièce qui est c'est dans utilisée le labo. de par ailleurs. Mm. Ouais, ouais, ouais. En général, on conseille en fait d'avoir une pièce qui est relativement isolée quand même. L'idéal est qu'il n'y ait pas des élèves qui courent à côté de la station à plusieurs moments de la journée, etc. Et donc ça fait un peu de bruit. Après, ça n'empêche pas, il peut y avoir un peu de passage. Ça peut être dans un bureau, ça peut être
il peut y avoir du passage de gens calmes, on va dire. Ouais. Il n'y a pas de problème normalement. Ça. Alors, nous, avant, notre première station, elle était installée dans le vide sanitaire de l'établissement, elle Mhm. était vraiment sur la roche. Parce qu'au tout début de la station, toutes les heures, effectivement, avec tous les mouvements d'élèves sortis, entrée de classe, on enregistrait. Voilà, mais ça, c'était il y a très longtemps. Ouais. Et donc là, la station de vibrato que vous avez vue Mm. au CIV, elle est fixée sur le mur. Maintenant, les Ouais. stations Raspberry Pi qu'on déploie sont à mettre, à fixer à l'horizontale, donc plutôt sur une table ou une paillasse Mm. ou sur le sol, quoi. Ouais. Alors, il y avait quelques autres questions. J'ai peut-être perdu le fil. Vous me direz si jamais j'ai loupé des choses. On demande, peut-on avoir le lien de la vidéo pour exploiter les enregistrements pour trouver l'épicentre? Ouais. Bah, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, moi, c'est vrai que cette dernière diapo, moi, je trouve que ça serait bien d'échanger sur nos pratiques. Moi, voilà, je fais certaines choses, d'autres en font, et je trouve que c'est stimulant d'être plusieurs. Moi, j'ai essayé de vous présenter un petit peu tout ce que je faisais. Bon, voilà, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui font plein d'autres choses, et je trouvais ça riche pour nous, nos élèves, etc., de pouvoir vraiment échanger. Donc oui, moi, si on choisit un canal pour communiquer tous ensemble, moi, voilà, je peux placer tous ces éléments. Parce que, bien sûr, il y a des choses qui sont abouties. Parce que là, moi, je réfléchis à certaines choses. On voulait essayer de faire d'autres manips. Donc là, il y a des choses abouties où on peut. Donc, il y a la fiche élève, etc. Si vraiment vous voulez quelque chose clé en main. Mais ça serait bien aussi de réfléchir à des choses nouvelles. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Mhm. Il y avait, vous montriez sur votre téléphone portable les enregistrements que vous aviez, enfin que vous aviez accès directement sur le téléphone. C'était via Internet ou alors c'était via une application Non, c'est via de... Internet. Ouais, c'est Ouais, uniquement via Internet. enfin, non, si, c'est-à-dire j'ai une application et j'ai la station, j'ai le lien direct de la station. Et l'application, c'est quoi comme application? Et l'application, alors elle s'appelle, faudrait que je vous remette C'est, la, ouais. je l'ai sur mon téléphone, elle est au tout début et je sais plus son nom, je l'ai depuis longtemps, mais c'est En tout vraiment cas, une application. par Ouais, rapport à la question, pour la Raspberry Pi, il me semble qu'il n'y a pas d'application mobile. Et ça serait peut-être à confirmer, mais je suis presque sûr qu'il n'y a pas d'application mobile. Il faut accéder au site Internet, quoi. Donc, si vous ouais. avez Internet, vous pouvez avoir accès à ces données-là sur une tablette aussi. Il y avait une question en ce sens juste au-dessus. Il faut un accès à Mhm. Internet pour avoir accès aux données directement sur le Ouais. site de Raspberry Pi. Et Après, pour ça, c'est vrai que c'est Vibrato, bien parce que voilà, on suit l'actualité sismique, on va pouvoir. L'intérêt, c'est de montrer le dernier séisme aux élèves, quoi. Mm. hmm. Euh, pour les relevés ou enregistrements faits par la station. Ah oui, donc ça devait être la suite. Bon voilà, donc ouais, donc ça on en a parlé. Alors bon voilà, donc là tout de suite, si jamais vous avez effectivement d'autres questions, remarques par rapport à ce qui était présenté, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on a commencé à en discuter avec Sylvie et puis d'autres, de proposer peut-être un espace d'échange qui pourrait être un petit peu libre où chacun pourrait proposer des choses qu'il fait Ouais. en classe, proposer des ressources, poser des questions, etc. On verra si on organise ça sous la forme d'un Padlet ou autre chose. Mais on va essayer de revenir vers vous assez vite avec une idée une proposition d'une petite plateforme, pas forcément totalement institutionnalisée, mais voilà, où on va pouvoir échanger, poser des questions, proposer des idées. Là, on a déjà eu au moins un échange par rapport à cette visualisation des ondes dans un cristallisoire. En fait, sans doute que chacun a des pratiques qu'il a développer, tester, améliorer de son côté. Et ça serait une bonne idée qu'on arrive à échanger tout ça au sein du réseau Sismo à l'école. Donc c'était le sens du message aussi de Sylvie sur l'idée échangeons, partageons, communiquons à propos de tout ça. Alors, désolée d'avoir fait un peu long, mais c'est vrai que on voit que c'est riche, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, Absolument. Oui, voilà, pour la Raspberry Pi, les données sont directement sur Station View, donc vous avez accès aux données directement là-dessus, et ou sur Edumed pour les données de la journée. Il me semble que les données de la journée en cours sont disponibles sur Edumed, et ensuite ne oui, sont sauvegardées sur Edumed que des événements majeurs, tout à fait. qui sont Il faut sauvegardés sur le savoir long que terme. si certains ou certaines n'ont pas de station, sur Edumed, vous avez
bah, vous pouvez voir la station du collège, par exemple, qui est à côté de vous. Enfin, il y a certainement une station pas très loin de chez vous, si vous n'en avez pas. Et vous pouvez travailler sur l'enregistrement, c'est archivé sur EduMed. Et c'est seulement certains sismogrammes qui vont être mis en ligne sur EduMed. Voilà. Absolument. Et donc, on demandait pour une station au Jasmin Grasse, ça ne dit rien du tout. Donc, alors, s'il y a une station, elle est peut-être pas dans le réseau Sismo à l'école, mais Il y en avait une. ouais. Alors, il y en avait Ah, il y une en avait avant, une. mais je sais pas. Ouais, je sais pas si il y en D'accord. avait une. Ouais, Ouais. ouais, J'ai parce pas que d'idée non plus c'est de des où est-ce qu'on en voisins. est. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, un grand merci. Merci beaucoup à Sylvie et à Samuel pour leurs interventions très riches. Et puis merci à vous d'avoir suivi ces conférences et ce webinaire. Et puis pour toutes vos questions très riches, en espérant que on puisse continuer à discuter sur ces sujets. Et puis je vous proposerai, vous le verrez très bientôt, un nouveau webinaire, peut-être au mois d'avril ou mai, un nouveau webinaire pour 6 mois à l'école.